Au dernier chapitre, on a vu l'aspect qualitatif de l'équilibre de réaction. En fait, là, on a vu, par exemple, que quand on augmentait la concentration des réactifs, l'équilibre avait tendance à se déplacer vers les produits, puis inversement. Quand on augmentait la concentration des produits, ça favorisait la réaction inverse. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'on peut prédire, avec des concentrations initiales, quelle sera la concentration finale de chacune des substances d'une réaction? Mais par exemple, là, en secondaire 4, on a vu qu'on pouvait utiliser la stoichiométrie pour prédire quelle quantité de produits on allait former. Par exemple, là, ici, si on reproduit l'équation qu'on avait là, on sait que c'était une réaction qui était complète, hein? Donc c'était pas une réaction qui atteignait l'équilibre. Donc, tout simplement, si on savait qu'on avait fait réagir, mettons, 0,5 mol de magnésium, ben, on savait qu'on allait se retrouver à la fin avec 0,5 mol de MgCl2. Le problème, c'est que quand on a des réactions qui ont tendance à atteindre l'équilibre, ben, les rapports stoichiométriques ici n'ont pas vraiment d'importance. En fait, là, ils ne nous renseignent aucunement sur la concentration finale de chacune des substances. C'est pour ça qu'en fait, il va falloir attendre le début des années 1900 là, pour trouver ce qu'on appelle la loi d'action de masse. Si on se rappelle, on a vu au dernier chapitre que la définition de l'état d'équilibre, c'est quand la vitesse de réaction directe est égale à la vitesse de réaction inverse. Puis on avait vu au chapitre précédent, en fait, pas au chapitre 7, mais au chapitre 6, sur la vitesse de réaction, on avait vu une relation mathématique là, qui nous permettait de définir la vitesse d'une réaction chimique. Admettons là, la réaction suivante. Bien, si en fait toutes les substances sont à l'état aqueuse ou gazeuse, on avait vu que la vitesse de réaction directe allait être égale à K, concentration de A, concentration de B. Puis là, ben, vous avez peut-être remarqué que très très souvent, lors de la réaction, ben, c'était la même chose que le coefficient stoichiométrique qu'on avait devant la réaction. Tu sais, l'exposant M et l'exposant N, là, bien souvent, c'était le même chiffre. Dans ce chapitre-ci, on va considérer que l'exposant, l'ordre de la réaction, en fait, là, va être pareil au coefficient de l'équation. Ici, tu vois, j'ai mis deux couleurs parce que la réaction peut aussi se lire à l'envers. La vitesse de réaction inverse, on pourrait dire que ça serait égal au cas de la réaction inverse. Je vais mettre un petit ici, là, fois concentration de C à la C, concentration de D à la D. Ben, à l'équilibre, on sait que la vitesse de réaction directe est égale à la vitesse de réaction inverse. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que K concentration de A à la A, concentration de B à la B, va être égal à K inverse, concentration de C à la C, concentration de D à la D. Si on met nos constantes ensemble, puis nos variables ensemble, par exemple, ici, je divise par concentration de A à la A, concentration de B à la B, concentration de A à la A, concentration de B à la B. Puis, je vais mettre aussi mes constantes ensemble. Ce qui va donc se produire, bon, ici ça s'élimine, ici ça s'élimine, ici ça s'élimine. Donc, ce qu'on retrouve, c'est que K sur KI, on voit que c'est deux constantes, hein, c'est le rapport d'une constante, va être égal à la concentration de C à la C, concentration de D à la D, le tout sur concentration de A à la A, concentration de B à la B. Comme ça, ici, c'est un rapport, c'est constant, c'est un chiffre. Ben, pour se simplifier la vie, on va tout simplement écrire K des concentrations, une constante de concentration. Et on retrouve donc ici une loi qui est la loi d'action de masse, qui dit dans le fond que la concentration de C à l'équilibre, exposant C,
fois la concentration de D à l'équilibre exposant D sur la concentration de A à l'équilibre exposant A, en tout cas B exposant B, on comprend le principe, est égal toujours à une constante. Bien, c'est ce qu'on va observer à la page 335 dans votre cahier. On peut voir là ici que des scientifiques ont fait des expériences. Expérience 1, 2, 3, avec 3 fois la même réaction. Donc la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé avec des concentrations initiales différentes pour les 3 réactions. Donc dans une première réaction, ils ont mis 1 mol par litre de chacun des réactifs. Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'on avait un certain équilibre. On se rappelle là, que l'iode ici nous donne une certaine couleur mauve. Donc ici, on a une solution comme d'une certaine teinte mauve puisque l'iode est à 0,213. On voit ici qu'en commençant avec aucun réactif, juste des produits, donc la réaction inverse peut se produire, puisqu'on a favorisé la réaction inverse, puisqu'on a donc beaucoup de produits, aucun réactif. Bon, on voit que l'équilibre n'est pas le même, hein? Donc on va avoir une solution un petit peu moins mauve. Même chose pour la troisième réaction. On a commencé avec des concentrations égales de chacune des substances. 1 mol par litre, 1 mol par litre, 1 mol par litre. Puis ce qu'on voit, c'est que on va avoir un mélange qui est vraiment très, très, très mauve. Tu vois ici à 0,213 comparé à 0,320. Donc on a comme 3 équilibres, parce que c'est des concentrations à l'équilibre, c'est comme un peu les concentrations finales. On a 3 équilibres assez différents, donc les couleurs ne sont pas les mêmes. Par contre, si on fait le calcul que je vous ai montré, dans le fond, K qui est égal à concentration ici des produits, donc ici il y a seulement un produit, c'est le HI, à la 2, parce que mon coefficient c'est 2, sur concentration de H2 à la 1, parce que le coefficient c'est 1, fois concentration de I2 à la 1, parce que ici c'est 1 aussi. On prend les concentrations qu'on a là pour faire nos calculs. Ce qu'on observe, c'est qu'on a pas mal tout le temps le même nombre, une constante. Donc, en connaissant cette constante-là, on arrive à prédire les concentrations de chacune des substances, si on connaît nos concentrations initiales de réactifs ou de produits. C'est ce qu'on va aller voir là, dans les prochaines expériences. Cependant, il y a une chose qu'il faut préciser. On se rappelle d'où on a pris le cas. On se rappelle que ça, c'est une constante de vitesse. Ce nombre-là est constant tant qu'on ne change pas la température. Si on change la température, la valeur de la constante K varie. Donc, automatiquement, en changeant la température, les concentrations à l'équilibre vont varier. On se rappelle du laboratoire 25 qu'on a fait, là, où on avait mis du thiocyanate de fer dans de l'eau chaude puis dans de la glace. On avait vu là, que l'équilibre s'était déplacé. L'équilibre s'est déplacé parce que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait modifié K. On n'avait pas modifié les concentrations initiales, mais en modifiant K, ça modifiait l'équilibre. C'est tout pour cette vidéo-là.